Je voudrais bien qu'on puisse dire on a une option rationnelle qui est l'éradication du Hamas à partir du moment où on occupe 100% du territoire. Mais je rappelle que ça a été même dit, et c'est la raison pour laquelle il y a une tension absolument énorme entre le chef d'état-major et Benjamin Netanyahou, c'est qu'aujourd'hui, si on veut nettoyer, comme on dit, Gaza du Hamas, ça prendra des mois, probablement des années. On est dans une configuration qui n'impose pas une action unilatérale qui serait opposée à l'ensemble de la population israélienne. Nous sommes en ligne avec David Ben Ishai. David, bonjour, Boker Tov. Alors, membre du mouvement du Parti démocrate, le parti de Yair Golan, et fondateur, on va dire, du mouvement des démocrates mobilisés, vous restez mobilisé, et je voudrais justement vous poser la question autour du débat qui provoque beaucoup de polémiques en Israël autour de la conquête de l'intégralité de la bande de Gaza. Je ne crois pas me tromper en disant que vous n'y êtes pas favorable, n'est-ce pas ? Non, non, bien sûr. De toute façon, je pense que 70 à 80% des Israéliens ne sont pas favorables. Ce sont les derniers sondages, donc de toutes les manières, ça va contre le souhait des Israéliens. Et puis évidemment, ça pose la question des modalités et ça pose la question des victimes collatérales, notamment pour ce qui nous touche personnellement, nos otages et nos soldats. Oui, donc, mais ça pose aussi, ça pose aussi un problème, parce que finalement, de l'autre côté, on l'a vu ces dernières semaines, il n'y a pas de véritable option de négociation, puisque le Hamas n'est pas particulièrement intéressé à conclure un accord. Et donc, finalement, parmi les deux objectifs de la guerre, il y avait la libération des otages. Ça semble difficile de la concrétiser sur la voie diplomatique ou sur la voie de la négociation. Alors, on se retourne vers l'autre objectif de la guerre, c'est l'éradication du Hamas. Pourquoi c'est si difficile et pourquoi c'est si compliqué de l'envisager aujourd'hui ? Ah mais, Daniel, je voudrais bien qu'on puisse dire on a une option rationnelle qui est l'éradication du Hamas à partir du moment où on occupe 100% du territoire. Mais je rappelle, pour la petite histoire, que ça a été même dit, et c'est la raison pour laquelle il y a une tension absolument énorme entre le chef d'état-major et Benjamin Netanyahou, c'est qu'aujourd'hui, si on veut nettoyer, comme on dit, Gaza du Hamas, ça prendra des mois, probablement des années. Et ça veut dire que ça impose une occupation longue, avec tout ce que ça entraîne. Pour l'instant, on n'évoque pas le coût en vie de soldats, on n'évoque pas la question économique, ce sont des milliards de shkalim, on n'évoque pas le fait d'être placé au banc des nations, ce qui a commencé de façon tout à fait extrêmement difficile. Je crois que l'État d'Israël n'a jamais été à ce point-là au niveau international. Donc aujourd'hui, cette option, c'est l'option qui correspond à une option idéologique de Ben Gvir et Smotrich, qui ne correspond pas nécessairement à un objectif de guerre tel qu'il s'était il avait été décidé, il avait été présenté, mais on a aujourd'hui un glissement un peu par défaut de Netanyahou qui tient à maintenir cette coalition, à permettre de réaliser les objectifs du sionisme religieux, moi j'aime pas ce mot-là, mais de Ben Gvir et Smotrich, qui veulent évidemment, et qui le disent haut et fort, qui veulent réoccuper Gaza, qui veulent pousser les Gazaouis autant que faire se peut à émigrer, etc. etc. Donc, on n'est pas ici dans une situation où nous n'avons pas le choix par défaut, mais on a une situation où il y a la réalisation d'un projet, d'un agenda politique de Smotrich et Ben Gvir, tout simplement. C'est pas un peu simpliste comme explication, ça, David, de dire, finalement, c'est dire, voilà, je vais vous mettre en face des habitants du pourtour de la bande de Gaza. On va leur dire, bien, maintenant, voilà, c'est la situation. On n'a pas réussi à éradiquer le Hamas. Vous décidez, vous revenez pas dans les localités. Vous pensez qu'ils reviendront en sachant que à Beth Hanoun ou à Gazaville ou à Nuseirat, il y a encore on va dire des bataillons du Hamas qui sont menaçants et qui n'ont jamais, on va dire, ils n'ont jamais revenu sur leurs intentions d'exterminer l'État d'Israël, qui le disent aujourd'hui très clairement. On va faire de nouveau cet octobre dès qu'on le pourra. Alors moi, ce qui me préoccupe quand même, c'est le fait... Alors pour le moment, ça fait presque deux ans qu'on est en guerre, plus d'un an et demi, et si vraiment on n'a pas
entamer le Hamas majoritairement ou à 80 ou 90%, c'est que nous avons un petit problème. Non, c'est peut-être David, on peut pas dire aujourd'hui les forces du Hamas seront, lorsqu'on partira dans 6 mois, dans un mois, 2 mois, dans l'état où elles étaient à la veille du 7 octobre, ce qui n'est pas le cas, puisqu'aujourd'hui tout le monde nous dit qu'on a éradiqué la quasi-totale infrastructure militaire du Hamas et que, mais David, évidemment, à la faveur des tunnels, le Hamas continue à jouer ce jeu, mais en vérité, aujourd'hui, il n'a pas les moyens de reprendre les attaques. Mais David, regardez, on n'est pas, ça fait 2 ans, hein, on n'est pas amnésique. On sait que si ça prend tellement de temps avec le Hamas, alors que c'est allé si rapidement avec le Hezbollah ou avec l'Iran, c'est parce que, avant tout, on a voulu mettre en priorité, quand c'était possible, la libération des otages. C'est-à-dire que un accord sur la libération des otages, il a impliqué un repli des forces israéliennes à l'extérieur de la bande de Gaza à chaque fois. Il a fallu reconquérir à chaque fois. Donc ça veut dire, quand on a pu négocier avec les otages, pour la libération des otages. On l'a fait. Lorsque l'on voit que c'est pas possible, pourquoi ne pas envisager donc l'autre solution, qui est de dire, on va régler une fois pour toutes le problème du Hamas? Mais parce qu'en l'occurrence, c'est le fait, on parlait de simpliste, et c'est aussi le fait de se dessiner une réalité qui imposerait d'une certaine manière une façon d'agir. Or, en l'occurrence, il n'y a pas une réalité qui nous impose la façon d'agir. Il y a la possibilité de contrôler. Aujourd'hui, je veux vous dire une chose. Qui suis-je, moi, pour revenir et remettre en question les propos du chef d'état-major qui aujourd'hui s'oppose frontalement, aujourd'hui même, dans l'ensemble des discussions qu'il y a sur la question militaire, se pose la question du fait que le chef d'état-major aurait décidé, ou il est sur le point de démissionner au regard de la façon dont le gouvernement veut régler cette guerre. Donc, je suis désolé, mais on peut discuter tous les deux pendant des heures. Vous avez un chef d'état-major qui connaît un petit peu son affaire et qui dit, les amis, non seulement c'est pas réalisable, ça va mettre en jeu et on a la possibilité d'agir autrement. Donc, parlons peut-être des options alternatives, mais pas nécessairement de celles qui s'imposeraient par défaut à nous. Mais je vais vous dire pourquoi. David, je peux vous proposer une solution, une explication. C'est qu'il y a eu le 7 octobre avant. Le camp de l'opposition actuelle dans lequel vous siégez, reproche à Binyamin Netanyahou d'avoir plongé le pays dans une politique de retenue, de n'avoir pas voulu éradiquer le Hamas lorsqu'il était possible de le faire, d'avoir versé d'avoir versé des millions et des millions de dollars dans le truc pour maintenir le Hamas. Et là maintenant, lorsque Binyamin Netanyahou dit, la leçon principale que je tire du 7 octobre, c'est que je ne dois pas être dans une politique de retenue, c'est que face à des mecs comme le Hamas, il faut aller jusqu'au bout, frapper jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on n'en parle plus. Pourquoi on lui fait tellement de reproches? Et il peut dire, l'armée israélienne, je l'ai écoutée pendant de nombreuses années, elle m'a encouragé à aller dans la politique de retenue, elle m'a encouragé à ne pas développer des trucs, à libérer les otages, à faire sortir des milliers d'habitants de Gaza. Et on s'est trompé. Alors là, il essaye de... Non, Daniel, non. Pourquoi non? On ne va pas refaire l'histoire. On ne va pas dire que Netanyahou a passé son temps à écouter l'armée. Non, ça, c'est pas vrai. En l'occurrence, l'armée a passé son temps à mettre en garde Benjamin Netanyahou avant le 7 octobre, lors de la réforme juridique, qu'on s'approchait d'une situation extrêmement dangereuse et qu'il n'a écouté personne. Non, mais la réforme juridique, ça a duré 9 mois. Il y a eu pendant des années une politique... Non, mais pendant des années, il a été prévenu. Il y a eu 7 ou 10 fois l'occasion de descendre si noir après qu'il ait été... Et l'armée ne voulait pas. L'armée ne voulait pas. Il y a des... Benny Gantz ne voulait pas. On va pas refaire l'histoire. Moi, personnellement... Ce que je comprends de la situation, je vais vous dire une chose, et je l'ai écrit, je le pense sincèrement. Je crois qu'aujourd'hui, depuis 1 an et demi, depuis presque 2 ans maintenant, nous avons la situation à Gaza, une incapacité à prendre une décision dans un sens ou dans un autre. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où précisément nous n'avons pris aucune décision dans un sens ou dans un autre, et ça nous coûte en vie. Le problème, c'est qu'il y a la question de prendre la décision. Il y a la question dans quelle mesure ça répond à des exigences qui ne sont pas nécessairement les exigences du terrain. Et pour preuve, la question de la faisabilité se pose, et elle se pose de façon majeure. Donc aujourd'hui, le fait de négocier, de ramener nos otages,
de sortir l'armée et envisager, comme ça a toujours été dit par l'ensemble des hauts responsables de l'armée et par l'ensemble des anciens chefs d'état-major et ministres de la Défense, se retirer pour pouvoir assainir la situation et récupérer nos otages, quitte à revenir. Mais David. Non mais attendez, Daniel. Mais attendez, c'est pas cette équation. Daniel, c'est pas cette équation. Vous ne pouvez pas faire croire. Non, écoutez-moi, Daniel. Comment vous pouvez croire encore, David, sérieusement, vous êtes un homme de bon sens. Comment vous pouvez croire aujourd'hui, après ce qui s'est passé pendant les 2 derniers mois, que le Hamas va libérer tous les otages? Vous y croyez vraiment? Il faut être aveugle pour y croire. Le Hamas n'a aucun intérêt à négocier, surtout que de ces derniers mois, eh bien on lui donne on le met le vent en poupe parce que on multiplie, y compris dans la gauche israélienne, les accusations de génocide, y compris les accusations sur les crimes de guerre de la part des artistes israéliens. Pourquoi le Hamas viendrait-il en direction d'Israël en disant oui, moi je suis prêt à libérer tous les otages, alors qu'il n'a jamais voulu le faire? Ah non, premièrement, il l'a fait. Donc, pas tous les otages, pas tous les otages. Non, mais pas tous les otages. Mais en l'occurrence, attendez, Daniel, on va pas se raconter l'histoire. Il y a eu 2 étapes. Dans ces 2 étapes, il y a eu plus de 100 otages la première fois et près de 30 ou 40 la seconde. Non, là-dessus, je suis pas d'accord. En l'occurrence, il se passe aussi quelque chose. Vous pouvez dire que il y a ces pétitions qui tournent, il y a ces accusations dans le monde, et d'ailleurs, c'est pas avéré tant qu'on ne saura pas exactement ce qui se passe et comment ça se passe. Effectivement, on se pose la question du crime de guerre ou du crime contre l'humanité. Personnellement, je répugne à parler des génocides parce que je pense qu'il n'y en a pas. Donc vous n'êtes pas d'accord avec, entre guillemets, entre parenthèses, avec l'éditorial de David Grossman dans la presse italienne et avec la pétition des artistes qui accusent de facto les soldats israéliens de se livrer à des crimes de guerre? Crime de guerre, c'est pas la même chose que génocide, mais non, je pense qu'il y a des exactions. Je pense qu'il y a effectivement des exactions. Il faudra une enquête. Vous n'avez pas l'impression que ce genre de conduite, aujourd'hui, fait le jeu du Hamas, contribue au durcissement de la position du Hamas? Non, je ne crois pas. Qu'est-ce que vous direz alors à ce moment-là des 17 pays arabes modérés qui demandent, exigent du Hamas d'être désarmé? C'est une affirmation, c'est une position, une annonce totalement historique, et vous n'en parlez pas. Il y a aussi le fait que dans le monde arabe, il y a une pression sur le Hamas pour dire que ça suffit maintenant. Donc, on est dans une configuration qui n'impose pas une action unilatérale qui serait opposée à l'ensemble de la population israélienne. Après, vous m'emmenez sur un terrain où je me suis déjà exprimé là-dessus, mais je pense personnellement que plutôt que de parler de génocide, il faut appeler un chat et on parle de nettoyage ethnique. Et de mon point de vue, c'est ce qu'on est en train de faire. Je ne parle pas d'épuration, je ne parle pas de nettoyer entre guillemets par la mort des gens, mais je parle de tout faire pour libérer Gaza, pour enlever tous les Palestiniens de Gaza. Et ça, aujourd'hui, c'est dit par le ministre de la Sécurité intérieure dans une Bible. Tout le monde entier nous entend un ministre important, régalien de l'État d'Israël, dire on va réoccuper Gaza, on va réinstaller des habitations juives à Gaza, et on va tout faire pour faire partir tous les Gazaouis, ce qui est en train de se faire, entre nous soit dit, en Cisjordanie, de la façon la plus inacceptable qui soit, et qui passe sous le boisseau, puisqu'effectivement on est occupé ailleurs. Mais aujourd'hui, il y a clairement des exactions des colons sur des Palestiniens qui attaquent des villages, qui brûlent des villages, brûle des villages de l'armée. Voilà. Brûle des villages, c'est exagéré, vous le savez très bien. Vous pouvez pas dire qu'ils brûlent des villages. Ils peuvent peut-être lancer des cocktails Molotov et peut-être sur un bâtiment, mais brûler des villages, ça veut dire les exactions des Einsatzgruppen allemands. Je peux pas vous laisser dire ça. Toutes les voitures qui sont en feu et la moitié des bâtiments. Alors ok, ils brûlent pas un village entier, je vous le concède, un demi-village. Allez. Non. Mais c'est pas normal. On va pas discuter ici du demi ou du plein. Un citoyen qui c'est pas normal, on est d'accord, c'est pas normal. D'accord, on est d'accord. Merci beaucoup. On est obligé de terminer cet entretien parce que on a nos amis de Radio J qui nous rejoignent dans quelques instants. Merci beaucoup David Ben Ishai d'avoir été avec nous, de nous avoir donné votre appréciation de cette situation complexe, il faut l'avouer. Merci.